il me revient aujourd'hui l'honneur de vous présenter le bilan des mesures qui ont été mises en œuvre par mon ministère suite au Grenelle des violences conjugales. Je veux d'abord le faire avec humilité puisque ces dernières semaines ont été marquées par la mort de plusieurs femmes qui sont tombées sous les coups de leurs conjoints, mais je veux aussi le faire avec conviction parce que ce sont des efforts sans précédent qui ont été réalisés par les juridictions et par les services du ministère. Je vais vous dire en un mot que ma détermination, comme la vôtre d'ailleurs, est sans faille pour lutter contre ces violences qui sont absolument indignes de notre civilisation. Alors, vous m'interrogez sur le bilan chiffré. C'est extrêmement rébarbatif les chiffres, mais c'est plus explicite au moment du bilan que les mots. Donc je vais vous livrer des chiffres. D'abord sur le budget de l'aide aux victimes de violences intrafamiliales. J'évoque évidemment 2021 et je vous précise que depuis 5 ans, l'ensemble du budget de l'aide aux victimes a augmenté de 25%. Les crédits spécifiquement dédiés aux associations ou aux dispositifs d'aide aux victimes de violences conjugales représentent un budget de 18 millions d'euros en 2021, 4,5 millions d'euros pour les subventions directes aux associations d'aide aux victimes, 13,5 millions pour les dispositifs spécifiquement dédiés à la protection des victimes. Je veux vous dire que pour le budget prochain, qui est en cours de discussion, j'entends continuer évidemment cet effort. Au 5 juillet 2021, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, c'est 234 bracelets anti-rapprochement qui ont été prononcés. 163 sont actifs. Vous en aviez prévu le déploiement par la loi du 28 décembre 2019. Je me suis engagé à ce que 1000 dispositifs soient disponibles en septembre 2020. L'objectif a été tenu. En 4 mois, l'ensemble des juridictions a été doté de cet équipement. Il n'y a aucun plafond d'emploi et à chaque fois qu'un bracelet est attribué, un autre est commandé par le SPIP pour que les juridictions aient un stock constant. On a pu constater, on y reviendra bien sûr, vous l'avez évoqué, le fait que ces bracelets ne soient pas assez distribués. Et j'ai dit d'ailleurs avec force, véhémence, qu'ils n'avaient pas vocation à rester dans les tiroirs. Personne ne pourra nous faire le grief de ne pas en avoir livré suffisamment. En revanche, on peut penser qu'ils n'ont pas été attribués comme ils auraient dû l'être, mais nous en reparlerons. Je rappelle également que la victime a son mot à dire sur l'attribution du bracelet et que parfois, ce que les associations oublient de rappeler, les victimes ne souhaitent pas que leur conjoint soit porteur d'un tel dispositif. C'est une réflexion qu'il conviendra de mener pour savoir si on outrepasse la volonté de la victime pour être peut-être plus efficace, mais plus intrusif. Alors, question que je pose sans y répondre à cet instant. Par 2 dépêches qui ont été signées les 19 et 27 mai 2021, qui ont été qualifiées de comminatoires par certains magistrats du parquet, j'ai attiré l'attention des juridictions sur ce dispositif en demandant qu'un référent soit nommé dans chaque cour d'appel et dans chaque tribunal judiciaire. Et en quelques semaines, on a assisté à une véritable accélération du prononcé du bracelet anti-rapprochement. Depuis le début du déploiement de la mesure, on dénombre 146 demandes d'intervention des forces de sécurité intérieure. Suite au déclenchement d'une alarme, ce sont évidemment autant de crimes évités. Et je le dis parce que c'est important, autant de crimes évités qui ne feront jamais la une des journaux. Car il n'a échappé à personne ici que l'on développe, parfois à des fins politiciennes d'ailleurs, une vision fait diversière de la justice.
La justice, ce n'est pas que les crimes qui sont commis. La justice a une obligation désormais qui est naturellement de punir les criminels, mais c'était une obligation unique il y a de cela quelques années, mais aussi de comptabiliser et d'intervenir en amont, ce qui est beaucoup plus compliqué parce que même équipé d'un bracelet anti-rapprochement, vous n'empêcherez jamais un fou furieux d'aller tuer sa femme. Et il faut rappeler ces choses. Autre outil de protection extrêmement efficace, bien sûr, c'est le téléphone grave danger. Nous comptabilisons en 2 ans plus 434% de téléphones grave danger qui ont été attribués aux victimes. Au 30 juin 2021, c'est 2048 téléphones grave danger qui ont été déployés, dont 75% sont attribués à des victimes, soit 1529. Les 25% restants sont dans les juridictions pour faire face aux urgences. Le Premier ministre vient d'annoncer d'ailleurs une augmentation de ces TGD et nous allons atteindre le chiffre de 3000. D'ores et déjà, la commande est passée. En 2020, pour vous dire l'efficacité de cet outil, c'est 1185 déclenchements des forces de sécurité intérieure suite à une alerte de victimes. Et là encore, c'est autant de crimes ou de violences évités qui ne font là, bien sûr, pas la une des journaux. Puisque ce que l'on souligne, c'est les récidives, pas celles qui sont évitées. Ce n'est pas les crimes qui ne sont pas commis ou les violences qui ne sont pas commises. Et le Grenelle des violences conjugales a aussi mis l'accent sur l'utilisation insuffisante de l'ordonnance de protection. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, la loi de décembre 2019 a facilité l'accès à cette procédure et a encadré son prononcé dans le délai de 6 jours. Le bar fait maintenant également partie des mesures qui peuvent être décidées par le juge aux affaires familiales s'il est demandé et accepté. Et là aussi, j'ai vu un certain nombre de choses qui sont dites, qui sont colportées, parfois même par des associations, et qui ne sont pas le fruit de la réalité, car en matière civile, il faut évidemment le consentement, ce qui n'est pas le cas en matière pénale. Pour promouvoir cette mesure, un comité national de l'ordonnance de protection, dont la présidence a été confiée à Ernestine René, responsable de l'Observatoire des violences faites aux femmes de la Seine-Saint-Denis, a été institué. Il vient de remettre son rapport d'activité. Je le tiens évidemment à votre entière disposition. Et les résultats sont au rendez-vous. Les chiffres démontrent une appropriation par tous du dispositif avec 66,4% de demandes entre 2018 et 2020, plus 76,5% de décisions rendues. Le taux d'acceptation est passé de 61,8% à 66,7%. En 2020, 4902 décisions ont été rendues, dont 3250 acceptant la demande. La protection des victimes de violences conjugales passe aussi bien sûr par la protection des enfants qui y sont exposés et qui subissent ainsi un traumatisme majeur. Si vous le souhaitez, nous pourrons évoquer ce sujet dans le cadre de nos échanges. Et je voudrais vous livrer à cet instant une réflexion qui est la mienne. J'en parlerai naturellement avec tous ceux qui souhaitent en parler avec moi, avec mes services bien sûr. Les enfants n'ont accès au statut de victime que quand un crime est commis. Quand des violences sont commises, ils n'ont pas accès à ce statut de victime. Il y a peut-être la matière à réflexion. Et l'enfant qui voit, même s'il n'est pas lui-même victime de violences, des violences exercées sur sa mère, il est pour moi intrinsèquement une victime. Faut-il judiciariser? Faut-il lui permettre d'accéder à la justice à l'institution judiciaire? C'est une question que je me pose et c'est une des réflexions que je souhaite mener.
Vous mentionnez également, Madame la Présidente, les bonnes pratiques. Alors, vous savez, dès mon arrivée à la chancellerie, j'ai fait un constat assez singulier. Au fond, chaque procureur, dans son ressort, met en place, non pas une politique pénale, c'est le gouvernement qui décide de la politique pénale et la chancellerie en particulier, mais des pratiques qui ne sont pas forcément étendues. Et c'est désespérant parce qu'il y a de très bonnes pratiques qui restent confinées dans les limites territoriales du ressort. Donc le justiciable de cet endroit bénéficiera de bonnes pratiques alors que le justiciable qui habite 10 km plus loin mais qui n'est plus dans le même ressort n'en bénéficiera pas. Je voudrais vous donner quelques exemples de bonnes pratiques. Je sors un peu du champ qui est du périmètre qui est le nôtre aujourd'hui, mais à Bordeaux par exemple, on a mis en place une convention qui permet de distribuer les scellés aux associations caritatives. C'est formidable. Je suis allé à Bordeaux, on a inauguré cela. Il y avait des draps, des baskets neuves évidemment, hein, qui avaient été saisies, qui avaient pour vocation de finir sous la poussière et dans l'obscurité d'une salle du tribunal judiciaire. Ces objets ont été sortis, ils ont été distribués. Bon, cette bonne pratique, je dis mais pourquoi ça ne se fait pas partout? Parce que les salles de scellés regorgent d'objets. On a envisagé à un moment de contacter les justiciables par le téléphone. Ça, c'est la Covid qui nous a amené cette pratique. Formidable pratique s'il en est. Vous avez des gens qui consultent davantage leur téléphone que leur boîte aux lettres, quand ils en ont une. Et donc, comment on pouvait distribuer ces bonnes pratiques? Je vous parle un instant de méthodologie. Soit je prenais une circulaire par bonne pratique, elles auraient fini par caler le pied d'un meuble bancal, personne ne les aurait lues, soit, et j'ai fait ça avec l'une de mes conseillères, qui est appelée la conseillère aux bonnes pratiques, titre nouveau s'il en est, titre de noblesse, qui a répertorié toutes les bonnes pratiques elle-même, qui a fait remonter les bonnes pratiques, et nous les avons mises sur un site qui est une espèce de Google à l'intention des magistrats, de la PJJ, de l'administration pénitentiaire, de tous les personnels du ministère. Et donc, il y a cette possibilité non seulement d'aller sur les bonnes pratiques en cliquant, mais également de proposer de nouvelles pratiques. Et le 18 mars, j'ai lancé donc ce moteur de recherche sur intranet pour qu'on s'approprie ces choses qui marchent bien. Et aujourd'hui, c'est 170 fiches qui les recensent en ligne, avec les outils, les témoignages permettant à chacun de s'en saisir. Et concernant les luttes contre les violences conjugales, c'est 25 dispositifs qui ont été partagés. Mais je le dis avec beaucoup de fierté, si vous me permettez cette familiarité, mais vous allez me l'autoriser, c'est un carton, parce que tout le monde y va. Et dans des domaines qui sont totalement différents. Donc les juridictions partagent ce qui marche bien. On pense en particulier aux mesures d'hébergement. Parce que les mesures d'hébergement, c'est fondamental. On sait qu'il y a une montée en puissance de la violence quand le conjoint qui a été écarté au fond veut revenir dans ce qu'il considère être chez lui et on lui dit « Monsieur, c'est pas possible », etc. Et là, il y a un vrai risque. Donc l'hébergement est aussi à prendre évidemment en considération. À Bordeaux, ils ont fait des choses fantastiques. C'est sur le site et tous les magistrats peuvent évidemment partager ce site. C'est sa vocation. Et au-delà du partage des bonnes pratiques, on travaille également sur des expérimentations. L'une d'elles, c'est le suivi des conjoints violents qui connaît des résultats très, très positifs dont je pourrais évidemment vous parler. Vous m'avez parlé, Madame la Présidente, d'un parquet spécialisé dans les violences conjugales, comme c'est le cas en matière de terrorisme. À l'issue du Grenelle, le choix n'a pas été celui de créer des tribunaux spécialisés tels qu'il en existe en Espagne. Tous les tribunaux du territoire ne pouvant accueillir, en raison de leur taille d'abord, une telle juridiction. Une inégalité de traitement en résulterait inévitablement.
Je crois, mais ça ne regarde que moi, que la matière terroriste est une matière tout à fait particulière, avec des spécificités qui nécessitent effectivement une juridiction spécialisée. Mais je pense que tous les magistrats sont en mesure de traiter des violences faites aux femmes, dans la technicité, dans l'appréhension des textes. Bon, et d'ailleurs, il y a depuis longtemps une habitude, hélas, de ce type de contentieux. La direction des services judiciaires a établi dans un guide le parcours idéal du traitement judiciaire d'un dossier de violence conjugale. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'au 31 décembre 2020, 72 juridictions ont mis en place ou sont en train de mettre en place les filières de l'urgence. Le 27 mai dernier, par une dépêche, j'ai invité toutes les juridictions à poursuivre dans cette voie et à instituer des comités de pilotage violences intrafamiliales, mettant autour d'une même table tous les acteurs judiciaires de la lutte contre les violences conjugales. Ils répondent à la nécessité de décloisonner les services, de coordonner les dispositifs tels qu'ils ont été rappelés par les dernières inspections. C'est ces affaires dramatiques que vous évoquiez, Madame la Présidente. On ne peut évidemment pas réécrire l'histoire, mais on peut quand même se dire que si les services s'étaient concertés, s'ils avaient été changés davantage, et alors ça concerne tous les services, ceux de mon périmètre comme ceux hors de mon périmètre, parce qu'il y a la police, il y a les CEPIP, il y a le JAP, il y a le procureur, et ils ne se sont pas parlé. C'est une évidence, chacun restant dans les limites de ce qu'il pense être son action efficace. Et donc ça, c'est une véritable difficulté, et j'ai incité de façon claire, comminatoire m'a-t-on dit, mais peu m'importe, j'assume ça, ça fait partie de mes prérogatives et de mes pouvoirs. J'ai donc plus qu'invité, incité à ce qu'il y ait des rapprochements. Il faut absolument que tous les intervenants puissent travailler ensemble de façon bien plus serrée. Il ne peut être traité, cette question de la lutte contre les violences conjugales, c'est un contentieux prioritaire, malheureusement un contentieux de masse. Il ne peut être traité que par des violences individuelles, en faisant toujours du sur-mesure, j'ai envie de dire du cousu humain, et ça nécessite bien sûr une mobilisation de tous les instants, de tous les acteurs judiciaires. Donc moi je veux leur donner les moyens d'agir, et j'ai décidé de prévoir des emplois publics spécifiques dédiés à ce contentieux dans les juridictions, parce que j'ai demandé à ce qu'il y ait un référent par juridiction pour traiter, justement pour coordonner ces informations qui ne sont pas suffisamment diffusées. Et les parquetiers m'ont dit, mais vous êtes bien gentil, monsieur le garde des Sceaux, mais on a un manque de moyens, un manque de personnel. Bon. Donc on a doté les plus grosses juridictions d'un référent, et on est en train, avec la DSJ, de doter les autres juridictions d'un référent pour qu'il y ait au sein de chaque parquet quelqu'un dont, entre autres choses, mais spécifiquement sur ce thème qui est le nôtre, quelqu'un qui puisse répondre immédiatement et assurer cette coordination dont on voit tellement le manque dans les différentes inspections que j'ai d'ailleurs ordonnées et qu'il me paraissait nécessaire d'ordonner. 55 juristes assistants qui seront déployés sans délai pour traiter des violences conjugales, et ils seront accompagnés de renforts humains saisonniers pour instruire des dossiers qui sont en attente. Parce que là aussi, j'ai demandé à ce qu'on aille regarder, puisque vous savez, il y a parfois la question de la récidive, en tous les cas de la réitération, en tous les cas de signaux forts qui sont des plaintes déjà déposées, qui n'ont pas forcément abouti, mais il y a quelque chose. Enfin, moi, j'ai demandé à ce que ces renseignements, à ce que ces renseignements-là soient pris en considération. Donc il y a tout un travail d'archives que j'ai demandé au parquet, et c'est à cette occasion qu'ils m'ont dit, mais il faudrait qu'on nous donne un coup de main, et je les ai évidemment entendus. Deuxième volet de notre réunion de ce soir, la prostitution. Alors, s'agissant de la lutte contre le système prostitutionnel, vous dressez un bilan d'étape de la loi du 13 avril 2016 qui vise à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées.
Et vous m'interrogez plus précisément sur la mise en place prévue par cette loi des commissions départementales de lutte contre la prostitution, en regrettant qu'elles ne soient pas plus déployées sur l'ensemble du territoire national. Si je vous ai bien entendu, Madame la Présidente. Bon. Alors, d'abord, je salue l'apport de ces commissions qui prennent en charge les victimes et qui ont permis de développer les parcours de sortie de la prostitution, dont le taux de réussite s'élève aujourd'hui à 95%. Pour autant, si mes services ont diffusé dès le 18 avril 2016 une circulaire de politique pénale afin que les parquets s'emparent au plus vite et au mieux des dispositions de cette loi, je me dois de vous rappeler que ces commissions sont présidées par le préfet. Sur lequel je n'ai aucune autorité. Merci, Madame la Présidente, de rappeler ces évidences. Bon. Et elle ne relève donc pas d'une déclinaison de politique pénale. Vous dressez également le constat d'un investissement perfectible des juridictions dans la pénalisation des clients de la prostitution, s'agissant notamment du recours à la nouvelle infraction d'achat d'actes sexuels. Alors, le constat que vous faites doit être, me semble-t-il, relativisé, puisque entre 2016 et 2019, les condamnations ont augmenté de 44%, condamnations pour traite des êtres humains, et de 68% pour les condamnations du chef de proxénétisme. Et sur cette même période, 2016-2019, 72% des condamnations pour ces deux délits étaient de l'emprisonnement ferme pour un quantum moyen de 24 mois pour la traite des êtres humains, 29 mois pour le proxénétisme. J'ai bien dit moyen, évidemment. Preuve, s'il en est, que les services d'enquête et les juridictions sont investis dans la prise en compte de ce contentieux. Le taux de relax est globalement faible, moins de 10% en matière de traite des êtres humains, 5,2% en matière de proxénétisme. Je le dis de façon tout à fait anecdotique, ça n'est pas que j'exprime sur ce point précis, quelques regrets que ce soit. Quand il y a un doute, il doit naturellement profiter à l'accusé en dépit de certaines choses que j'ai pu lire et de certaines propositions qui ont été faites. Je ferme rapidement cette parenthèse qui mérite de l'être. Enfin, s'agissant des poursuites pour infraction de recours à la prostitution d'autrui, le nombre de condamnations est passé de 440 en 2017 à 751 en 2019. Enfin, lorsque le maillage associatif le permet, les parquets accroissent progressivement le recours aux stages de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels à titre d'alternatives aux poursuites pénales. Les stages de sensibilisation à l'achat d'actes sexuels constituaient 29% des poursuites en 2017. Ils constituent 36% des poursuites en 2020. Je rejoins cependant votre constat du phénomène particulièrement inquiétant de la recrudescence de la prostitution des mineurs. On recense 400 mineurs victimes de proxénétisme en 2020, 116 en 2016. En 5 ans, c'est une progression terrifiante de 70%. Et il est observé que les victimes de la prostitution sont très majoritairement des jeunes filles, 15-17 ans en moyenne, vulnérables évidemment, provenant de tous milieux sociaux, qui ont des difficultés à prendre conscience de leur statut de victime. Nous le savons, nous avons longuement échangé, discuté avec les sénateurs, les députés bien sûr, sur cette loi Billon qui nous a enthousiasmés, et nous avons effectivement réfléchi à ces questions. Nous avons même créé un crime d'ailleurs. Ces jeunes femmes peuvent refuser, c'est ça l'une des difficultés, toute collaboration avec les forces de l'ordre, tout placement pour mise à l'abri, et les dépôts de plainte sont rarissimes. Les réseaux qui les exploitent se structurent, se professionnalisent, et ils s'appuient très massivement sur le cyber. Et face à l'ampleur de ce phénomène, un groupe de travail dédié à la lutte contre la prostitution des mineurs, piloté par la procureure générale de Paris, a été mis en place en octobre 2020. Ce groupe vient de rendre son rapport final au secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles, avec de nombreuses préconisations qui feront l'objet d'un suivi interministériel pour leur mise en œuvre.
Et je veux rappeler l'engagement de mon ministère pour protéger les mineurs victimes contre toutes les formes de violences sexuelles. J'ai pris une dépêche le 8 février 2021 pour rappeler au procureur la nécessité de mettre en place une prise en charge spécifique des mineurs victimes de traite des êtres humains. Le ministère de la Justice soutient la création d'un premier centre sécurisé afin d'accueillir des mineurs victimes de traite des êtres humains qui bénéficieront d'un suivi renforcé en termes d'éducation, d'accompagnement psychologique, judiciaire et sanitaire. Ce centre d'hébergement géré par l'association Koucha sera en mesure d'accueillir 12 jeunes mineurs et jeunes majeurs jusqu'à 21 ans. Par ailleurs, le ministère a fait le choix de demander à tous les parquets une actualisation de la situation des ressorts en matière de proxénétisme, de cyberproxénétisme et de prostitution des mineurs. L'analyse de ces retours est actuellement en cours. Enfin, vous avez voté à l'unanimité la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs de crimes et délits sexuels et de l'inceste, qui nous a permis de réprimer le recours à la prostitution des mineurs de moins de 15 ans comme un viol, de définir d'abord, de créer ce viol et naturellement de le réprimer comme un viol. Soyez donc assurés, Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, de l'engagement sans faille de mon ministère dans la lutte contre ce phénomène d'ampleur, et je me tiens naturellement à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Merci, Monsieur le Ministre. Vous terminez sur cette proposition de loi qui est devenue une loi. Vous n'avez pas d'eau, pardon. Merci. Et je tiens à signaler que c'est vrai que nous avons réussi à travailler avec le Parlement et avec le gouvernement pour que cette proposition de loi devienne une loi le 22 avril 2021. Et je tiens à vous remercier personnellement du travail qu'on a pu mener ensemble sur mon texte de départ. Concernant la prostitution, juste peut-être revenir, on sait qu'aujourd'hui, il y a 40 000 personnes en situation de prostitution, environ 1300 verbalisations. Donc on se dit bien qu'on a des progrès à faire quant à la verbalisation. Concernant également les parquets spécialisés, je reste persuadée que les magistrats sont, oui, en capacité de traiter ces affaires. Après, on le constate régulièrement, une sensibilité est nécessaire pour bien aborder les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, les violences faites aux enfants. Lorsqu'il s'agit d'identifier l'emprise, notamment, c'est une véritable question aussi de volonté, d'engagement et de compréhension. Et je vais juste faire une dernière remarque sur le cloisonnement et le travail en silo. Lorsqu'il y a eu le Grenelle qui a été lancé par le gouvernement, certains membres de la délégation avaient mené des tables rondes dans leur département, et le constat a été assez cruel de découvrir qu'on mettait des gens autour de la table qui travaillaient normalement à la lutte contre les violences faites aux femmes et qui se découvraient presque avec des outils dont ils disposaient chacun et qui n'étaient absolument pas partagés. Donc bien entendu, je vous rejoins sur ce constat, Monsieur le Ministre. Mais je ne vais pas être plus longue pour laisser la parole aux nombreux collègues sénateurs et sénatrices qui sont présents cet après-midi. J'ai déjà de nombreuses inscriptions, donc je vous propose de prendre 2 ou 3 sénateurs, questions de sénateurs à la fois, et je vous laisserai répondre par bloc, comme ça on va progresser tranquillement. Je vais immédiatement, Monsieur le Ministre, céder la parole à notre collègue Laurence Rossignol, ensuite Dominique Vérien et Laurence Cohen. Et ensuite, je vous laisserai répondre et on passera à un autre bloc, si vous le permettez. Merci, Monsieur le garde des Sceaux, pour tous vos chiffres en particulier. Je voulais revenir peut-être sur quelques sujets. Et je vais partir de la question des juridictions spécialisées et je voudrais insister sur l'articulation qu'il y a entre justice civile et justice pénale en matière de prévention de la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences faites aux enfants qu'on peut qualifier de violences intrafamiliales. En fait, dans les nombreux, comme les féminicides ont acquis une visibilité qu'ils n'avaient pas auparavant, sont sortis de la page des faits divers pour venir dans les sujets des violences systémiques, on connaît mieux les espèces, on connaît mieux les cas à chaque fois et on est instruit. On se rend compte que beaucoup de féminicides, je n'ai pas fait le calcul exactement pour avoir la proportion, sont liés à des situations de rupture, de rupture de couple. C'est-à-dire qu'on a des féminicides qui sont des
l'aboutissement de violences quotidiennes et répétées et qui finissent par un meurtre. Et puis on a une part importante qui sont liées aux situations de rupture. Et donc les situations de rupture, elles se nouent ou se dénouent dans le cabinet du juge aux affaires familiales le plus souvent. Quand les couples y sont passés, il y a aussi des couples qui ne passent pas. Et l'intérêt de la juridiction spécialisée, même si vous dites, et j'ai envie de penser comme vous, que tous les juges sont en situation de traiter les violences intrafamiliales, pour autant, l'analyse des jugements civils de séparation ne dit pas ça, toujours. Et il y a des situations de violence qui ne sont pas identifiées dans le cabinet du juge aux affaires familiales. Et il y a surtout, à côté des féminicides, parce que je pense que les féminicides nous mobilisent, mais il y a l'ensemble des violences qui ne vont heureusement pas toutes jusqu'au meurtre ou à l'assassinat, mais qui sont aussi des violences liées à la séparation. Et celles-ci ne sont pas toujours bien prises en compte, bien appréhendées. Et il y a une forme de violence institutionnelle à l'encontre des femmes qui s'exerce dans le cadre de la justice civile. Et l'intérêt de l'Espagne, outre ce que vous avez évoqué sur les grilles de référencement des situations de dangerosité, c'est aussi justement de traiter les deux. Et de décloisonner justice civile et justice pénale dans une forme de prévention. Et à ce propos, je voudrais vous demander si vous pourriez être plus insistant auprès de nos juges, et en particulier du juge aux affaires familiales, pour que la notion de SAP, de syndrome d'aliénation parentale, disparaisse des jugements de divorce. Parce que le SAP fait partie des outils des violences contre les femmes. Et je voudrais revenir aussi sur ce que nous ont appris les différents cas dont on a eu connaissance, et sur une série de propositions qui avaient été discutées au Sénat, qui n'ont malheureusement pas été retenues, qui concernent la nécessité de protéger la mise à l'anonymat quasiment des femmes une fois qu'elles sont parties. Je regrette qu'on n'ait pas, par exemple dans l'ordonnance de protection, qu'on n'ait pas retenu le fait qu'on ne peut pas donner au père l'adresse de l'école des enfants. Alors on répond toujours oui, mais il a l'autorité parentale et donc il a le droit de savoir où sont les enfants. En fait, comment vous dire, ça pèse pas lourd. Le droit du père à l'autorité parentale, à l'exercice de l'autorité parentale quand il se sert des enfants pour menacer les mères et les enfants. Donc je pense qu'on pourrait aller plus loin dans la protection de l'anonymat de résidence des victimes, quitte à priver effectivement les pères d'une partie de l'exercice de leur autorité parentale, les malheureux. Ça, c'était la principale remarque que je voulais faire sur la manière dont on peut encore progresser sur la prévention de ces violences. Et ça, j'ai cité l'ordonnance de protection, mais on peut aussi en parler une fois que l'ordonnance de protection est levée et qu'on est dans l'application. Dans ces violences, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait temps aussi de revoir le droit de visite et d'hébergement d'un côté, et qui n'est qu'un droit, que les pères, je dis les pères parce que c'est le plus souvent le cas, exercent ou non, puisque les droits, on a l'option, et le devoir de représentation d'enfants des mères. Il y a là une grande inégalité, puisque je dis pour les collègues qui ne maîtriseraient pas toute l'histoire, c'est que le droit de visite et d'hébergement, c'est le droit de garde du week-end ou des vacances, c'est un droit, on l'exerce ou non, les pères viennent ou non chercher les enfants. En général, pour continuer de harceler la mère, ils ne viennent pas les chercher pour l'empêcher d'avoir une vie pendant les week-ends en question, quand il y a des sujets. Mais en revanche, lorsqu'une mère n'est pas en situation de présenter l'enfant au père, c'est un devoir qui la conduit systématiquement en correctionnel. Et comme on est dans une procédure de citation directe, elle est systématiquement condamnée. J'avais proposé qu'on réforme le droit, le délit de non-représentation d'enfants, parce que c'est un outil des violences exercées contre les femmes par les pères. Voilà ces diverses questions que je vais vous poser. Ça nous obligerait à revenir devant le Parlement. Bon, mais en fin de compte, assumons le fait que d'affaire en affaire, de compréhension collective en compréhension collective, il faut en permanence continuer d'améliorer la loi. Je laisserai peut-être ma collègue Laurence Cohen sur la loi de 2016 et son application. Juste pour faire une remarque, on ne pourra pas réduire la prostitution des mineurs
si on n'a pas une action beaucoup plus ferme à l'égard des clients de la prostitution des majeurs. Ce que vous racontent les policiers ou les gendarmes qui auditionnent les gamines, c'est que les gamines leur disent c'est leur droit. Elles font ce qu'elles veulent de leur corps, et si elles veulent se prostituer à 14 ans, c'est un droit. Et quand on a 14 ans, on pense que faire comme ce qu'on fait quand on est grand, ça vous fait grandir. Et tant qu'on continuera de dire ou d'être complaisant à l'égard des gens qui pensent que la prostitution est une liberté, un droit qui empiète sur une autre liberté qui est celle des clients, on ne pourra pas convaincre les gamines qu'à 14 ans, c'est pas être grande que de se prostituer. Et je pense qu'on est en deçà en matière de mobilisation sur l'application de la loi de 2016 et en particulier la pénalisation et la chasse aux clients. Je dis très clairement, moi je suis clientophobe. Voilà, puisqu'il faut parler. Voilà. Je ne suis pas putophobe, comme j'entends parfois. Je suis clientophobe, incontestablement. Et je sais que tout dépend de la mobilisation des parquets. Et là, monsieur le garde des Sceaux, j'ai connu des parquets très mobilisés pour l'application de la loi de 2016 et qui avaient des résultats importants. Et il y a des nombreux parquets dans lesquels, indépendamment des commissions de suivi, il n'y a pas de mobilisation. Donc c'est vraiment à la main des procureurs que d'utiliser la loi de 2016 ad minima pour protéger les mineurs, faute de convaincre tout le monde de l'intérêt pour toute la société de mettre fin à l'achat de services sexuels. Merci, chers collègues. Je vais passer la parole à Dominique Vérien. Et c'est vrai que sur les 1300 verbalisations auxquelles je faisais référence tout à l'heure, ce sont essentiellement des verbalisations parisiennes, je le répète. Chers collègues, à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Je souhaiterais, moi, revenir sur l'usage des armes à feu, la problématique des armes à feu, qui joue bien souvent un rôle central dans les féminicides, comme par exemple à Moneto, dans Lyon récemment. Au mois de février dernier, vous avez, avec Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, donné pour instruction la saisie systématique des armes à feu, et cela dès le dépôt de plainte. Qu'en est-il aujourd'hui dans l'exécution de cette décision ? Et les juges se posent-ils systématiquement à la question de la présence ou non d'armes à feu au domicile? Dans un département rural comme les Lyon, je peux vous dire qu'il y a à peu près au moins autant de fusils que de chasseurs, et ça fait donc pas mal d'armes à feu. Et je sais que quand ils sont saisis, souvent il est ordonné de les rendre dans les 15 jours, ce qui rend l'homme tout autant dangereux, mais juste 15 jours après. Ensuite... Alors, j'ai reçu un courrier, je voulais du coup avoir une confirmation. Il semblerait que l'appel d'offres du ministère de la Justice pour la prise en charge du numéro vert destiné aux victimes, le 116 006, prévoit une limitation de la durée des conversations téléphoniques sous peine de pénalité financière. C'est important parce que jusqu'à présent, il y avait bien des objectifs de durée, mais sans aucune pénalité. Or là, il semblerait qu'à l'avenir, 80% de ces communications devraient être, parle bien au conditionnel, c'est une vraie question, devraient être d'une durée inférieure à 6 minutes et les 20% restants devant être plafonnés à 9 minutes, sous peine, là encore, de pénalité financière. Donc c'est une disposition qui paraît très surprenante, surtout lorsque l'on sait qu'un appel dure en moyenne aujourd'hui 10 minutes, puisque, enfin... La moyenne est peut-être inférieure, mais on sait qu'il y a aussi des appels raccrochés, etc. Donc une véritable conversation, c'est plutôt autour de 10 minutes. Et en 6 minutes, il s'agirait pour une victime de violences sexuelles ou d'attentats, par exemple, d'expliquer sa situation, de demander de l'aide. Dans le même temps, l'écoutant, lui, devra établir une relation avec la personne, l'écouter, répondre à ses questions, la conseiller, l'orienter vers une des structures adéquates. Donc, est-ce exact qu'il y aura cette limitation et des pénalités financières si jamais ces temps ne sont pas respectés? Merci, chers collègues. Je vais passer la parole à Laurence Cohen. Oui, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre. Déjà, vous avez toute une série de questions, je trouve, qui cernent un peu plus encore la problématique. Moi, je voudrais poursuivre sur cette lancée et quand même continuer à nous poser ensemble la question des tribunaux spécialisés. Parce que je pense que l'exemple
de l'Espagne est un exemple tout à fait intéressant, même après si les choses ne sont pas à calquer évidemment d'un pays à l'autre parce qu'il y a une histoire, il y a des choses qui sont différentes, mais je trouve que c'est très important et qu'en tout cas il me semble que ça serait un point d'appui qui faciliterait l'articulation vraiment entre le civil et le pénal. Vous l'avez dit, il y a des difficultés, il y a des manques d'articulation, mais par exemple, on voit bien dans nos territoires, et je crois que vous l'avez dit d'ailleurs dans votre propos introductif, qu'il n'y a pas vraiment de communication, par exemple, entre le JAF et le procureur, et que, alors c'est pas, je généralise en disant ça, c'est pas tous les JAF, c'est pas tous les procureurs, bien évidemment, il faut raison garder, mais en tout cas entre beaucoup de JAF et de procureurs, et donc c'est problématique, et notamment quand il s'agit de décider des droits de visite. Donc moi, je vous demande quand même, à la lumière de nos interventions, de réfléchir à cette question des tribunaux spécialisés. Et d'ailleurs, c'est pas seulement quelque chose qui émerge dans les rangs de quelques parlementaires, de toute sensibilité politique d'ailleurs, c'est vraiment une revendication des associations féministes qui s'occupent des victimes, de victimes de violences, et je pense que c'est important. Mon autre questionnement, c'est quand même, on n'en a pas parlé, je pense que vous ne pouvez que souscrire au fait que la justice a besoin de moyens supplémentaires pour faire face à ces missions. Et par exemple, si on ne prend ce qui est un énorme problème, et le problème qui nous regarde aujourd'hui, à savoir les violences qui sont faites aux femmes, on constate toutes et tous qu'il y a une lenteur des enquêtes qui durent des mois, et que tant que par exemple le harceleur n'a pas été entendu, eh bien il n'y a pas de protection des victimes, ce qui les met donc en danger, et elles doivent faire comme si de rien n'était et continuer, y compris à croiser, à côtoyer le harceleur. Donc il me semble que c'est un élément important, et j'aimerais vous entendre sur cette question. Autre problématique, une victime ne peut pas se présenter dans une UMJ sans avoir déposé plainte. Y compris pour faire donc constater les liaisons. Or, et vous l'avez rappelé à juste titre, seulement 10% des femmes déposent plainte. Dans d'autres pays, il n'y a pas cette nécessité de déposer plainte pour avoir recours à l'UMJ. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir de votre part une modification donc, des règles du jeu, si je puis dire, qui permettrait une simplification et de fait, donc, une possibilité supplémentaire pour les femmes de pouvoir avoir une réquisition du parquet, etc., etc. Mon autre questionnement, c'est concernant la définition des violences. Et notamment, je trouve que les violences psychologiques ont du mal à être prises en compte. Donc, est-ce qu'il ne faut pas revoir tout simplement leur définition, parce que c'est quelque chose qui, là aussi, peut être un blocage pour faire reconnaître donc, le statut de victime au niveau des femmes, tout comme d'ailleurs la prise en compte des définitions des violences économiques, quand on sait que 70% des agresseurs ont un emploi, contre 40% des victimes seulement. Et on sait très bien, c'est pour ça que je veux en parler avec vous cet après-midi, on sait pertinemment que ces conditions socio-économiques vont avoir un impact sur le droit de garde. Et que donc, on voit bien là toutes les conséquences et les liens qui existent au niveau, y compris du chantage exercé au niveau des femmes. Enfin, pour
posez-vous harceler de trop de questions à mon tour, parce que je dénonce le harceleur et je ne voudrais pas être harceleuse. Mais effectivement, ma collègue Laurence Rossignol a parlé de la loi de 2016 concernant la prostitution. C'est une bataille importante que nous avons menée au niveau des hémicycles. Moi, je voudrais avoir peut-être un éclaircissement sur la sortie du parcours de prostitution, et notamment nous avons été alertés en tant que parlementaires sur des femmes à qui on a confisqué, les proxénètes ont confisqué les papiers, qui se retrouvent donc sans papiers, tributaires donc de ces bourreaux, et il y a énormément de difficultés à prendre en compte leurs paroles parce qu'on a une certaine défiance à leur égard, et elles sont femmes, elles sont sans papier, elles sont victimes de la prostitution, et moi j'ai entendu des réponses me disant que finalement elles étaient par derrière soutenues par des proxénètes, et finalement c'était un moyen d'obtenir des papiers. Donc là il y a aussi quelque chose à revisiter de ce point de vue-là pour permettre à ces femmes de sortir de ce parcours de la prostitution. Merci beaucoup, chers collègues. Je vais éviter de harceler Monsieur le ministre, et je vais le laisser répondre immédiatement à ces 3 premières séries de questions, puisque vous aurez 2 autres épisodes derrière, Monsieur le ministre. Donc, je vous laisse répondre à ce jet de questions extrêmement précises et intéressantes. Je vais répondre à Madame la sénatrice Rossignol, qui me suggère de bouger... vous m'entendez pas? Oui. Qui me suggère, disais-je, de bouger un peu les juges aux affaires familiales. Nous sommes dans l'hérésie, Madame la sénatrice, vous le savez. Que dirait-on si je demandais à un juge du siège, ou au juge du siège, au pluriel d'ailleurs, de bouger quoi que ce soit? Vous savez à quel point les magistrats, ils ont raison d'ailleurs, sont soucieux de leur indépendance. Là, on est dans du juridictionnel pur. Je suis d'accord pour réfléchir avec vous sur la question de l'anonymat. Ça me paraît... Il faut protéger les victimes. Et au-delà de la condamnation du conjoint violent, qui parfois n'est pas lourdement condamné, ou il est condamné à l'aune d'un premier fait qui peut être qualifié violence légère, nous le savons. Bon, il y a toujours ce risque, oui. Je suis tout à fait d'accord pour que nous puissions échanger sur ces questions. S'agissant des violences, des droits de visite et d'hébergement, je vais quand même vous dire que tant au civil qu'au pénal, le juge peut intervenir sur l'autorité parentale. Et vous avez adopté 2 lois, décembre 2019, 30 juillet 2020, qui ont tiré conséquence de l'impact de ces violences sur les enfants, en modifiant les règles de retrait de l'autorité parentale ou de son exercice, afin de protéger au plus vite la famille. Je vais vous donner quelques chiffres. Là encore, je sais que c'est toujours rébarbatif, les chiffres, mais le nombre de mesures retirant l'autorité parentale ou l'exercice de l'autorité parentale en cas de violence conjugale ne cesse d'augmenter. En 2017, seulement 9 décisions en ce sens. En 2020, 236 décisions qui ont retiré ou limité l'exercice de l'autorité parentale. Donc il y a une véritable sensibilisation maintenant à ces questions. Et sur le problème, mais j'ai envie de dire, pour être tout à fait objectif, le problème, parfois, pas toujours, du manque de communication entre le juge civil et le juge pénal. Je suis allé à Rouen récemment, où justement on a mis en place une fluidité entre le civil et le pénal. Vous savez, chacun est un peu dans son précaré, ça tient aux habitudes, ça tient parfois à une envie d'être très sourcilleux sur son indépendance quand on est juge du siège, et c'est légitime. Mais il se met en place ces échanges. Et d'ailleurs, ce que nous avons vu, nous l'avons intégré dans les bonnes pratiques, parce que nous estimons que ce sont de bonnes pratiques. Et je tiens à votre disposition, je peux vous le remettre, ce qui est fait
à Valenciennes, par exemple, sur ces questions. Cour d'appel de Douai, tribunal judiciaire de Valenciennes. La politique pénale en matière de lutte contre les violences conjugales. Je vais vous remettre ce document, Madame la Présidente. C'est extrêmement intéressant ce qui est fait. Et ça, comment dirais-je, met l'accent sur la nécessité des échanges. Bon, c'est le sens de la dépêche, des dépêches que j'ai pu prendre. Mais on ne peut pas dire non plus, parce que ce ne serait pas le fruit de la réalité, que dans toutes les juridictions on ne se parle pas du tout. Mais on a malheureusement, à notre expertise récente d'ailleurs, expertise qui nous est livrée par l'Inspection générale de la justice, des expériences, des retours d'expérience où on voit à l'évidence que ça n'a pas fonctionné. La normalité, c'est que ça fonctionne et que ça échange. Et il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place. Et Madame la Présidente, je vous donne ce rapport, vous verrez, il est extrêmement intéressant. Sur la suppression du délit de non-représentation d'enfants, moi je pense qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Le procureur peut immédiatement être averti du climat de violence et ne pas poursuivre une femme qui refuse de donner les enfants, parce que si elle ne les donne pas, elle mérite, selon le mari, d'être... Pardon ? Citation directe. Citation directe, c'est ça le problème. Dispense de peine, me répond-on. Mais pardon, ça n'est pas suffisant, parce qu'il faut quand même aller devant le tribunal. Et la femme qui ne donne pas ses mômes parce qu'elle a peur de recevoir une raclée, elle ne mérite pas d'aller devant le tribunal. Donc on peut regarder ces questions. Je pense que c'est pas trop compliqué, ça. Non, mais je vous crois. Je vous crois. Et maintenant, là encore, il y a évidemment... Vous savez, moi, quand je dis que je défends la justice de façon républicaine, je la défends de façon républicaine, jamais corporatiste. Il y a effectivement des choses qui sont choquantes quand on voit ça. Comment on ne mérite pas d'aller dans le tribunal dans ces situations-là. D'autant qu'il y a une opportunité des poursuites. Donc, franchement, échangeons sur ces questions. Je pense qu'on peut régler ça avec beaucoup de bon sens et que beaucoup de nos procureurs ont toutes les qualités pour régler ces questions et l'humanité qui convient dans ces situations particulières. J'entends parfaitement ce que vous me dites. Et quand vous me dites que vous avez les dossiers, c'est qu'hélas, des choses comme ça ont été faites. Ouais, une femme ne doit pas trembler quand le dimanche soir ou le samedi matin, elle ne donne pas les gosses parce qu'elle a la conviction qu'elle va se prendre une dérouillée. Non, mais on est d'accord. Moi, j'en ai beaucoup, je les passerai à votre cabinet bien volontiers. Puis il y a des avocats qui ont travaillé beaucoup là-dessus. Ouais. En fait, c'est les enfants qui sont victimes de violences chez le père et qui ne veulent plus y aller. Et une femme, comment voulez-vous envoyer deux grands ados de 14 ans par la force passer le week-end chez son père quand ils ont peur et qu'ils ne veulent pas y aller? C'est une singulière tenaille, parce que si elle les y envoie, il y a une forme de non-assistance à personne en danger. Donc, non, mais je pense que ça peut être... Écoutez, un peu de bon sens, les mots justes, je pense qu'on peut régler ces questions. Et je pense que les dossiers que vous évoquez ne sont pas le fonctionnement ordinaire de la justice, mais sont sans doute des dysfonctionnements, et il convient, me semble-t-il, d'y mettre un terme, et je pense qu'on peut le faire sans aucune difficulté. Ensuite est revenue la question, Madame la sénatrice Cohen, de l'Espagne et de l'exemple espagnol. Alors, nous n'avons pas expertisé qu'il serait utile de créer des juridictions spécialisées. Je veux vous dire que l'Espagne, sans doute, est à l'avant-garde de toutes ces questions, et depuis longtemps. Mais le maillage territorial espagnol n'est pas le même que le nôtre. Donc il faut aussi prendre en considération un certain nombre de différences, de spécificités. Et je le redis, mais je pense que tout le monde peut l'entendre. Autant techniquement, par exemple, la lutte antiterroriste nécessite une juridiction spécialisée. Et d'ailleurs, la création récente du parquet national antiterroriste démontre à quel point, quand on voit son efficacité, il était nécessaire de le créer, donc d'ultra spécialiser les magistrats qui
traite de cette question. Autant là, je pense que n'importe quel, et ça n'est pas désobligeant dans ma bouche, magistrat qui connaît la correctionnelle, par exemple, ou la cour d'assises, si on parle d'un crime, traite de ces affaires. L'hyperspécialisation, j'ai un peu de mal à la concevoir et à fondre une spécialisation dans notre architecture judiciaire française. Mais là encore, moi vous savez, je ne suis fermé à rien. Si on me donne une solution clé en main et que je la trouve bonne, je n'ai pas par principe, comment dirais-je, de refus. Je pense qu'on peut évoquer la question. Vous m'avez également parlé de l'UMJ. Alors l'UMJ, on va rappeler quand même que elle a pour objet d'établir une preuve objective. Et donc s'il n'y a pas de plainte, c'est compliqué. Non mais vous voyez, l'UMJ, c'est pas l'UMJ qui doit aller vers la victime, c'est la victime qui doit aller vers l'UMJ avec une plainte, puisque le but de l'UMJ, c'est ça. En revanche, il y a des partenariats qui sont mis en place entre les hôpitaux et les UMJ. Mais on ne peut pas non plus dénaturer ce qu'est l'UMJ. C'est ça. Alors, peut-être, moi j'en sais rien, comment on peut régler cette question, parce que, est-ce que souvent, la victime, si elle veut au fond que l'on prenne en considération son préjudice, ce qu'elle subit, que ça s'arrête, etc., il faut quand même qu'elle fasse une petite démarche judiciaire, au moins un dépôt de plainte, quelque chose. Est-ce que vous pourriez, enfin pardon, c'est pas moi qui vous interroge, Madame la sénatrice, mais me donner un exemple précis de choses qui ne fonctionnent pas en la matière. En fait, si vous voulez, moi j'ai été interpellée plusieurs fois par le fait que, en fait, des femmes, parce qu'elles viennent de subir un choc terrible, oui. Je pense notamment à des viols, oui. Elles sont tétanisées, etc. Elles ne vont pas jusqu'à aller porter plainte, mais par contre, elles peuvent aller essayer de faire constater ce qu'elles ont subi. Et si vous voulez, le fait qu'on puisse, en fait c'est ça, le fait qu'on puisse constater avec des preuves qui vont être prélevées sur elles et qui peuvent être conservées, va leur permettre en réalité de porter plainte, peut-être en décalé, et utiliser donc les preuves qu'on a trouvées de l'agression, etc. sur elles. Il y a des cas où il y a vraiment ce décalage. Alors je ne sais pas si je pense qu'il y a d'autres sénatrices que moi qui ont constaté, on a été alertés de la même façon, Dominique hoche la tête, mais voilà, c'est vraiment des cas objectifs qui existent. Juste pour dire que chez nous, à l'hôpital, il y a des dispositifs de pré-plainte qui font que du coup, les médecins se saisissent quand même de la chose et après, la femme a du temps pour aller porter plainte s'il est nécessaire. Exactement, Madame la sénatrice. Il y a une trentaine d'établissements en réalité. Eh bien, on y travaille. Voilà, non mais je comprends exactement ce que vous voulez dire et... on souhaite généraliser cette possibilité, mais il faut quand même, alors ça pardon, on ne peut pas y échapper, il faut la présence de la victime, naturellement. Bon, qui va se retrouver dans une situation dans laquelle on va essayer d'objectiver des dires qui seront les siens, mais qui ne seront pas recueillis dans le cadre d'une plainte. Bon. Et alors l'intérêt aussi que présente le fait de l'expertiser, c'est qu'on peut lui donner un certain nombre de conseils naturellement et lui dire un certain nombre de choses. Je suis allé voir au Cateau-Cambrésis quelque chose d'absolument extraordinaire. Bon, la femme est reçue, elle est d'abord visitée par les médecins, ce qui est bien logique. Quand on objective des coups, des violences, elle est prise en charge ensuite par un psychologue, puis par un assistant social, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, la question des enfants elle est primordiale et parfois on ne dépose pas de plainte parce qu'il y a qu'est-ce qu'on va faire des enfants, et puis il y a aussi un retentissement économique que vous avez souligné, qui fait bouillir la marmite, etc. D'accord. Ensuite arrivent les gendarmes, tout ça dans le même lieu, hein, enfin, en prenant toutes les précautions inhérentes au secret professionnel, faire très attention à tout ça. Même. Gendarme, le procureur arrive et même en bout de course un avocat. C'est-à-dire que tout est fait au même endroit. Ça, moi, je souhaite l'encourager, mais ça c'est de l'ordre du partenariat, c'est préfectoral, médical. C'est un jeune médecin qui a conçu ça au Cateau-Cambrésis, c'est un truc absolument formidable. Et
D'accord, je comprends mieux la question, je l'avais mal comprise, et on essaie effectivement de généraliser ça. Pour le moment, c'est 30 établissements qui le font, et il faudrait qu'ils le fassent tous, évidemment. Bon. Ensuite, vous m'avez dit il n'y a pas de protection sans audition du conjoint. Ben, oui, mais l'ordonnance de protection elle est peut-être rendue dans les 6 jours. Et c'est compliqué de prendre une mesure qui est aussi une mesure de coercition sans avoir entendu les protagonistes. Parce que vous ne pouvez pas exclure que si 99% des plaintes correspondent à une réalité, il y a 1% de plaintes qui ne correspondent pas à une réalité. On ne va pas non plus exclure un type de son domicile et il suffirait alors de déposer une plainte pour qu'il soit viré de chez lui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quand même ce risque-là. Judiciairement, on ne peut pas concevoir une décision à intervenir sans entendre toutes les parties. C'est l'essence même de la justice que de respecter le contradictoire. Donc 6 jours, c'est bon. Et 6 jours, ça a été retenu en expertise avec comment dirais-je, le judiciaire de terrain. Hein. Bon. Et je vois difficilement comment on pourrait faire plus court. On peut demander si on peut faire plus court, mais je crains qu'on nous dise que... bon. Et on nous dira, nous manquons de moyens. Mais à ce titre, je veux quand même, sans persifler, dire que certains parlementaires n'ont pas voté le budget l'année dernière en disant que il n'était pas suffisamment ambitieux, ce qui est quand même assez singulier. Hein. Puis après, en cours d'année, on me dit, bah oui, mais il n'y a pas assez de moyens. C'est quand même une augmentation historique de 8%, et le budget a augmenté de 21% depuis la mandature. Et je peux vous dire qu'en matière civile comme en matière pénale, on a envoyé beaucoup de gens aux juridictions, et que ça aide, et en particulier dans le traitement des violences faites aux femmes. Je pense à peu près avoir répondu à tout le monde, non? Sur l'aspect violence psychologique, j'entends ce que vous dites, et d'ailleurs, ça rejoint la réflexion qui est la mienne sur les enfants, qui souvent sont victimes de violences psychologiques. Quand ils voient leur père battre leur mère, c'est pour moi une violence intrinsèque qui est infligée. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je souhaite réfléchir sur ces questions et voir comment on peut leur donner corps, au fond. Les armes à feu, le 116 006. Ah oui, pardon. 1000 fois pardon. Là, ça tient à mon désordre. D'abord, les armes à feu. Vous savez qu'il y a une circulaire du mois d'août où j'ai demandé au parquet de saisir toutes les armes. Bon. Et on est en train de travailler avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour avoir un fichier qui doit restreindre, mais de façon drastique, pour ne pas dire qu'il doit interdire l'accès aux armes pour les violents, maris violents. Et on vous proposera ça dans le cadre, le vecteur législatif est celui qui va traiter de la responsabilité pénale. En particulier, ce sont les travaux que j'ai été amené à conduire après l'affaire Halimi. On va étendre, si j'ose dire, écarter un peu, élargir un peu le vecteur pour y mettre un certain nombre de dispositions, dont celles qui vous préoccupent. Ouais. Ouais. Il faut qu'on soit très efficace là-dessus, qu'on ne laisse plus d'armes traîner. Merci, monsieur le ministre. On va essayer d'être... Il y a le 116 006. Oui, alors... Il y a... On va essayer de... Le numéro 116. Les 6 minutes. 6 minutes, 9 minutes. Pardon. Ah oui, pardon. Alors, et puis après, on va essayer de se discipliner pour les interventions, parce que sinon, il n'y aura plus personne à la fin. Et il y a de nombreux collègues qui ont demandé des interventions également. Donc, pensez à eux également. Je vais vous dire qu'il est absolument inexact de dire que le ministère de la Justice, pour la prise en charge du numéro vert destiné aux victimes, prévoit une limitation de la durée des conversations téléphoniques sous peine de pénalité financière. France Victime, que j'ai reçu il y a peu de temps, me fait part d'un certain nombre de difficultés. Il y a en réalité, le but de cet appel est d'orienter. Mais naturellement, j'imagine qu'une femme qui a été violée, on ne va pas lui dire appelez tel numéro, au revoir madame. Surtout si elle est en pleurs, surtout si elle a du mal à raconter son histoire, mais surtout pas.
Donc il y a des temps moyens, évidemment, et aucune disposition de l'appel d'offres ne prévoit la limitation des durées d'appel. On se réfère à des durées moyennes, ce qui autorise d'ailleurs des appels qui dépassent 6 ou 9 minutes. Donc j'ai lu un certain nombre de choses qui ne sont pas l'exacte réalité sur cette question, et moi je serai très attentif à ce que les victimes soient bien prises en charge. Ça me paraît quand même le b.a.-ba, c'est le premier contact téléphonique. Si on dit au bout de X temps, écoutez madame, on n'a même pas le temps d'eux, puis il y a des gens qui ont besoin de contextualiser, qui ont besoin d'être rassurés. Enfin, bon. Donc je suis attentif à cette question. J'ai d'ailleurs lu dans la presse, ça m'a fait très plaisir, que France Victime disait que le ministre avait été très attentif à ce qu'elle disait, puis tout à fait légitimement. Je pense qu'humainement, on ne peut pas laisser ni croire, ni encore moins faire en sorte que les victimes ne soient pas prises en charge correctement dans cet appel. Donc on y travaille, on est en train de regarder tout ça. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, pour que tout le monde ait le temps de poser ses questions, je vais prendre un paquet de, si je peux m'exprimer ainsi, de 4 sénateurs et sénatrices. Nadège Havette, ensuite Marie-Pierre Monnier, Jean-Michel Arnaud et Martine Filleul. Et je vous laisserai répondre et je prendrai le dernier lot de sénateurs ensuite. Donc, Nadège, et merci pour la concision des propos. 2 questions courtes, en fait. Non, c'est pas l'avion pour Brest, mais voilà, faut que tout le monde puisse poser ces questions. Nombre de femmes, en fait, victimes de violences conjugales voulant franchir la porte d'un commissariat ou d'une brigade craignent une confidentialité insuffisante ou tout simplement de ne pas être prises au sérieux. Pourriez-vous nous dire, Monsieur le garde des Sceaux, et faire un point sur l'état des lieux du point de vue de la coordination entre les ministères et entre les services sur le territoire, sur le terrain, en fait, lors du dépôt de plainte? Et la seconde question, c'est il y a peu, vous avez, avec votre collègue Marlène Schiappa, déclaré que dans une tribune, vouloir que 100% des plaintes soient prises, qualifiées, transmises au parquet pour qu'ensuite la justice les traite. Pour ce faire, il doit y avoir un volet formation indispensable. Où en est-on sur ces sujets? Bien, merci, chers collègues, pour la précision et la rapidité de ces questions. Je cède la parole tout de suite à Marie-Pierre Monnier. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Ministre. D'abord, il y a eu donc un rapport remis et des recommandations suite au féminicide de Mérignac. Vous avez cité quelques recommandations qui ont été prises, mais certaines n'ont pas été reprises. J'aimerais savoir pourquoi, et en particulier ce que vous comptez faire pour que les victimes soient informées à chaque stade de la procédure, notamment au moment pouvant être une source de danger pour elles, comme la remise en liberté sous contrôle judiciaire de leur agresseur présumé ou la sortie de détention de l'auteur de violences. Il y en a 2 autres aussi qui m'interpellent, qui n'ont pas été reprises. C'est la fusion des listes, des grilles d'évaluation, plus exactement, au danger, avec la grille d'évaluation aux victimes, c'est-à-dire ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Pourquoi est-ce qu'elles ne peuvent pas être fusionnées? Cela éviterait peut-être une surcharge administrative et parfois des difficultés d'évaluation réelle du danger seraient écartées. Et il y en a une troisième, c'est le conditionnement par voie législative de tout aménagement de peine concernant les auteurs de violences conjugales graves à la réalisation d'une expertise psychiatrique ou médico-psychologique préalable. Vous avez parlé de budget et vous avez dit que la réponse qu'on allait vous faire, c'est que le budget n'est pas suffisant. Tout à l'heure, vous avez dit que vous allez faire un effort supplémentaire au budget. C'est vrai que c'est une grande cause du quinquennat, la lutte contre ces violences faites aux femmes. Vous dites que déjà le budget a passablement augmenté, mais j'attire votre attention sur le fait que des procureurs, il y a quelques semaines, ont quand même tiré la sonnette d'alarme sur la difficulté à appliquer l'ensemble des circulaires et dispositifs prévus par la loi pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Donc vous nous avez un petit peu dit qu'il y aura encore un effort supplémentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce sujet? Je vais profiter de votre venue pour vous parler d'un cas très spécifique, d'un exemple local qui illustre à mon sens les impasses judiciaires dans lesquelles se trouvent parfois les femmes victimes de violences.
Il s'agit du cas d'une femme qui est victime de violence, qui bénéficie d'une ordonnance de protection à l'encontre de son conjoint et qui m'a amené à me poser quelques questions. D'une part, sur le fonctionnement même des ordonnances de protection. Cette dernière interdit les interactions, mais elle n'empêche pas le conjoint violent de se trouver à proximité ou même de venir parler à leur enfant, alors même qu'il n'a plus aucun droit sur lui, il n'a plus l'autorité parentale. Dans les faits, cela ne suffit donc pas à la mettre en sécurité. Quelle évolution du système judiciaire pourrions-nous envisager pour que les injonctions d'éloignement soient privilégiées au lieu et place des ordonnances de protection ? Et ensuite, d'autre part, dans ce cas précis, l'individu a enfreint l'ordonnance de protection, la femme a porté plainte, mais malgré un contexte chargé, avec un individu connu des services de la justice et condamné à de la prison ferme pour des faits de violence conjugale moins de 2 ans auparavant, ce dernier n'a eu qu'un simple rappel à la loi. C'est donc la victime qui subit le poids de l'angoisse. Notre impuissance collective devant cette situation est difficile. Selon vous, que faudrait-il faire pour faire évoluer, pour pouvoir apporter des solutions aux femmes trop nombreuses qui vivent des situations similaires? Je ne peux pas terminer sans vous parler de la loi contre le système prostitutionnel. Juste vous dire que moi, c'était pratiquement mes débuts au Sénat, que c'est une loi qui a été difficile à être votée et qui d'ailleurs n'a pas été votée au Sénat en l'état. Et que vraiment, je crois que vous avez engagé une réflexion au sein de votre ministère suite à la publication d'un rapport qui avait été fait, je crois, en 2019. Est-ce que vraiment, moi je rejoins tout à fait celles qui se sont exprimées avant moi, que la pénalisation du client, ça a été un sujet qui avait fait beaucoup débat. Comment est-ce qu'on pourrait faire vraiment en sorte que cette loi soit appliquée? Merci. Merci, chers collègues. Donc, tout de suite, Jean-Michel Arnaud. Et ensuite, Martine Filleul, et je vous laisserai répondre, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, nous avons mené, durant cette session, tout un travail sur la question de la vie de la femme en ruralité. Et quand on regarde les féminicides, on se rend compte que plus de la moitié des féminicides ont lieu en milieu rural. Nous avons également 12% seulement des femmes victimes de violences qui portent plainte en milieu rural contre 30% en ville. Les femmes subissant des violences en milieu rural ont des conditions évidemment d'accès à leurs droits beaucoup plus difficiles qu'en zone urbaine. Le fait qu'on ait un maillage effectivement de gendarmerie ou de police, surtout la gendarmerie en zone rurale, relativement peu compact. La difficulté évidemment de la connaissance des droits de ces femmes, la difficulté de connaissance du numéro d'appel, le 3919, et parfois tout simplement un manque de connexion numérique qui ne permet pas aux femmes en milieu rural de pouvoir se mettre dans un parcours de protection. Je me permets d'insister sur 2 sujets sur lesquels j'aimerais avoir de votre part une réaction, je l'espère, la plus précise possible. Il a été fait allusion tout à l'heure essentiellement en zone urbaine à l'UMJ. Je tiens à vous indiquer que dans certains départements de France, nous n'avons pas à ce jour de médecins légistes de plein exercice permettant d'évaluer dans de bonnes conditions les incapacités de travail et donc d'avoir ensuite un processus, notamment en réponse pénale ou civile, à due proportion, puisque les premières heures sont évidemment déterminantes pour connaître le niveau de violence commis sur les victimes. Qu'en est-il du déploiement dans tous les départements de France? Et je prendrai un exemple, le département des Hautes-Alpes, que je représente ici, qui n'a pas à ce jour de médecin légiste à même de pouvoir faire ce travail. Et je le tiens évidemment des magistrats et du parquet en particulier qui se trouvent confrontés à de graves difficultés pour accompagner les femmes victimes. La deuxième question précise, c'est, me semble-t-il, l'utilité aussi de développer des maisons d'accueil d'hommes violents dans les départements pour un suivi, un accompagnement des auteurs de violences et également une meilleure protection des victimes. Il est quand même inacceptable, que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale, que la victime de violence soit obligée de quitter le lieu de vie traditionnel, et notamment en zone rurale, bien souvent, la victime est également une femme agricultrice qui ne peut pas quitter à la fois son domicile et son travail, puisqu'elle est bien souvent associée dans le GAEC de l'exploitation. Donc je pense indispensable de pouvoir effectivement développer
et ne me répondez pas simplement que vous y travaillez, mais j'aimerais effectivement que nous puissions avoir un déploiement avec un planning un peu précis sur ce type d'offres de protection et d'accompagnement. Et donc cela va de pair évidemment avec le réseau associatif qui est bien souvent concentré dans les zones et dans les départements ruraux, dans les centres-bourgs ou au mieux dans la préfecture de chef-lieu, ce qui est évidemment insuffisant pour pouvoir accompagner dans les meilleures conditions les victimes de violences. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Martine Filleul. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci d'avoir répondu déjà à tant de questions. Cela va rendre mon intervention beaucoup plus courte, rassurez-vous. Et elle va concerner les moyens consacrés à la lutte contre la prostitution. J'ai cru comprendre que vous partagiez notre constat d'une prostitution qui a beaucoup évolué et par conséquent, je pense que vous partagez aussi le constat que nous vous avions transmis dans le courrier auquel Annick Billon a fait référence, qu'il fallait absolument adapter nos réponses en conséquence de la chaîne pénale à l'accompagnement des victimes. Cela suppose bien évidemment des moyens supplémentaires, des moyens humains, des moyens financiers. Or, je voulais vous rappeler, j'ai beaucoup d'audace, que la loi de 2016 a prévu de confisquer les biens des proxénètes et que cela a rapporté la coquette somme de 10 millions d'euros en 2019 et qu'il s'avère qu'il n'y a que, je crois, 2,5 millions qui sont réinjectés dans l'accompagnement, dans la politique d'accompagnement des victimes. Est-ce que vous ne pensez pas, Monsieur le Ministre, qu'il serait légitime que ces 10 millions d'euros ou plus éventuellement soient réinjectés dans la politique de lutte contre la prostitution ? Voilà, merci de répondre à cette question qui peut apparaître anecdotique, mais qui me semble importante au moment où on cherche beaucoup de moyens. Merci, chers collègues. Je vous laisse répondre. Et ensuite, il y aura 3 autres questions, Monsieur le Ministre. Ou vous préférez qu'on prenne toutes les questions ? Non, c'est bon ? Oui. Ok, donc je vous laisse répondre, Monsieur le Ministre. Patrice Nadège avait... sur la question de la formation. Vous avez évoqué En jaune. Pardon, je vous prie de m'excuser. Vous avez évoqué, Vous avez évoqué la question de la formation. Je voudrais dire que l'ENM a renforcé la formation des magistrats aux spécificités des violences conjugales. Ce qui fait écho avec ce dont nous avons parlé tout à l'heure, de juridiction spécialisée. Mais l'École nationale de la magistrature a été attentive à ce qu'il y ait une formation particulière, parce qu'il y a effectivement un certain nombre de spécificités, même si, je l'ai déjà dit, pardon, je le répète pour la 3e fois, d'un point de vue technique, ce n'est pas l'antiterrorisme, la lutte contre le terrorisme. La formation de l'ENM a donné un caractère interprofessionnel aux cours qui ont été dispensés, là encore, pour mobiliser très largement et plus puissamment les différents acteurs qui interviennent. Il y a en ligne un kit de formation pédagogique avec des fiches qui sont des fiches, si j'ose dire, réflexes par fonction, des interviews, des vidéos d'experts sur les mécanismes de l'emprise, notamment, dont on a parlé tout à l'heure, puisque l'on me disait, mais les juridictions spécialisées pourraient mieux prendre en considération. C'est vous, Madame la Présidente, d'ailleurs, qui le disiez tout à l'heure. Bon. Également, organisation de formation délocalisée auprès des cours d'appel, ouverte aux magistrats, tous les acteurs locaux investis dans le domaine. À Grasse, par exemple, le 11 juin, 100 professionnels ont été réunis, magistrats, avocats, policiers, gendarmes, conseillers pénitentiaires d'insertion, probation, travailleurs sociaux, représentants des associations d'aide aux victimes ou de suivi des auteurs. Et le matin a été consacré à la sensibilisation sur les notions d'emprise et le psychotrauma. L'après-midi, petit groupe autour de cas pratiques. Donc, tout cela, évidemment, me semble-t-il, répond à vos interrogations légitimes. Coordination dépôt de plainte, c'est un travail constant des parquetiers, des procureurs, qui organisent notamment la relecture des mains courantes par les services, pour ne pas qu'il y ait, on dit aujourd'hui, je déteste cette expression, de trou dans la raquette. Bon, elle est assez signifiante, même si elle n'est pas gracieuse, mais voilà.
c'est de faire en sorte. Et puis naturellement, vous m'avez posé la question, vous m'avez interpellé sur les forces de sécurité intérieure. Ça n'est pas mon périmètre, mais je crois pouvoir dire, sans dénaturer la vérité, que beaucoup d'efforts ont été faits. Il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont démontré que ça n'était pas toujours pris en compte, pas pris en charge. Un certain nombre de dossiers, nous les avons encore à l'esprit. Je pense que le ministre de l'Intérieur a donné un certain nombre de véritables consignes. Pour ne pas que, évidemment, des plaintes, des alertes soient laissées sans réponse. Madame la sénatrice Monnier, vous m'interpellez sur les recommandations qui sont celles de l'Inspection générale de la justice après l'affaire de Mérignac. Inspection que j'ai appelée de mes voeux, que nous avons appelée de nos voeux, parce que c'est une inspection commune, hein, vous le savez, ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice. Première recommandation, c'est conditionner par voie législative le prononcé de tout aménagement de peine concernant les auteurs, vous l'avez rappelé, concernant les auteurs de violences conjugales graves, à la réalisation d'une expertise psychiatrique ou médico-psy, c'est à l'expertise. Je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Recommandation numéro 2, modifier la loi en vue de systématiser l'information de la victime lorsque l'auteur des faits... c'est déjà fait, je l'ai demandé par dépêche du 19 mai 2021. J'ai demandé à ce qu'on donne cette information qui me paraît capitale à la victime sur la date de libération de l'auteur. C'est quand même bien le moins, parce que ce serait extraordinaire que cette femme qui a été menacée ne sache pas. Bon, c'était une évidence, et je l'ai demandé, et je suis en train de regarder la possibilité d'étendre ça par décret, par voie de décret. Et enfin, vous me demandez, c'est une autre recommandation d'ailleurs, recommandation numéro 5, qui préconise de lancer un travail conjoint en vue de fusionner la grille d'évaluation du danger et la grille EVVI. Et moi, je suis favorable à cette recommandation. Il y a un travail de coordination et d'harmonisation des grilles et des pratiques sur tout le territoire. Ça me semble tout à fait nécessaire pour une évaluation efficiente des besoins de protection. Monsieur le sénateur Jean-Michel Arnaud, on a mis en place, des juridictions ont mis en place, comme je disais tout à l'heure, des systèmes permettant aux victimes en milieu rural d'être mises en relation directe avec des associations de victimes et d'aide. Et on le fait par la visioconférence. Alors, je suis allé dans différentes juridictions où, évidemment, ces bonnes pratiques ont été diffusées par le truchement notamment de l'intranet dont je vous parlais tout à l'heure. Et alors, j'ai vu comment une gendarmerie qui reçoit une victime la met en visio directement en relation avec l'association locale qui va la prendre en charge tout de suite, et lui donner ensuite un certain nombre de conseils, naturellement, mise en présence de l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle si cette victime le demande. Enfin, voilà. Sortir un peu. Moi je ne peux pas amener toutes les associations dans la ruralité. C'est le problème de la ruralité. Mais on a, par exemple, songé à ça. Donc, on y travaille pour que, naturellement, la victime en zone rurale ait, au fond, les mêmes droits et la même possibilité d'accéder à la justice, parce que c'est de ça dont il est question, que les victimes que l'on peut trouver dans le monde urbain. Sur les schémas de médecine légale, il y a un travail d'expertise qui est achevé, validé, et les besoins ont été remontés par les chefs de cour et ils ont été pris en compte et satisfaits.
Alors vous me dites que vous avez reçu une doléance ou des doléances de magistrats. Les UMJ vont ainsi être renforcés dans le maillage territorial de médecine légale de proximité et ça va être amélioré sur le territoire national. Évidemment, ce sont là des mots et pas des chiffres pour le coup, mais je tiendrai les chiffres à votre disposition dès qu'on les aura et vous dire un peu ce qu'est maillage territorial. On voit très bien ce que ça veut dire et vous êtes des élus des territoires, mais vous dire particulièrement chez vous, puisque je comprends et j'entends que ça vous préoccupe, comment on va mettre en place et renforcer la présence UMJ. S'agissant également de l'hébergement des auteurs, c'est une de nos préoccupations. Vous savez qu'il y a des centres de prise en charge des auteurs. Vous dites, puis vous avez raison, que c'est pas à la victime de quitter et à la fois son domicile si elle est agricultrice et son travail, bien sûr. Donc tout ça, nous en avons pleinement conscience, on essaie de le développer, on le développe par des impulsions qui viennent de la chancellerie, mais également par des pratiques qui sont mises en place localement par les procureurs et dont on veut diffuser la pertinence dans ce site internet qui est consulté. Je ne sais pas si on a le chiffre, si les services pourraient vous donner le chiffre des consultations, mais il est extrêmement impressionnant. C'est des milliers de consultations et ça ne concerne que, évidemment, les agents du ministère, au fond, hein, c'est pas consultation tout public, bien sûr, pour les raisons que vous imaginez. Alors ensuite, vous me posez, Madame la sénatrice Filleul, une question intéressante, mais vous me dites, vous ne trouvez pas, Monsieur le ministre, que tous ces sous qui sont confisqués par la DRASC devraient revenir au ministère de la Justice? Bah oui, j'ai envie de vous dire oui, mais il y a un petit bémol qui s'appelle Bercy, vous voyez. Mais alors, oui, parce que la DRASC ne reverse pas tout ce qu'il saisit à la justice, vous le savez. Ah oui. Mais moi, si vous me soutenez, ou plus exactement, si vous prenez l'initiative, moi je vous soutiendrai, mais je ne suis pas certain qu'en termes de finances publiques, ce soit bien possible. En revanche, cependant, il y a bien 2,35 millions qui sont réinjectés dans, dans le processus d'accompagnement. Oui, j'entends bien. Oui. Oui. Mais le reste... Ils ne sont pas d'accord. Vous savez comment ça marche, le budget? Oui, je vois à peu près. Mais à vous aussi, Monsieur le ministre, à faire en sorte que... Oui, mais c'est déjà pas mal, oui, ce qu'on a fait. Mais comme quoi, on ne fait jamais assez, parce que... Ça, je suis complètement d'accord. Bon, mais je vais vous dire, il y a quand même des choses qui m'intéressent beaucoup. J'ai été amené à me rendre en Italie il y a peu de temps, et les Italiens confisquent depuis plus longtemps que les Français, et ils sont en avance sur nous. Moi je le dis sans embâge, de la même façon que les Espagnols sont à la pointe sur les violences qui sont faites aux femmes en matière de confiscation des biens mafieux, et c'est la raison pour laquelle l'Italie est en avance. Et alors d'ailleurs à Paris Intramuros, il y a un immeuble qui appartenait à la mafia et qui a été donné au NI. L'usage a été donné au NI, vous savez ce qu'est le NI, bien sûr, une association qui s'occupe de la prostitution, oui. Et cet immeuble est aujourd'hui occupé, plus par des mafieux, mais par prostituées ex-prostituées d'ailleurs. Absolument, oui. Ouais.